Bonjour les élèves, alors aujourd'hui nous commençons la dernière partie de ce chapitre que nous avons commencé sur la résistance et sur la loi d'Ohm, avec donc justement en petit 3 de cette partie que nous sommes en train d'étudier, la loi d'Ohm justement. Alors cette loi d'Ohm, elle est due à ce monsieur George Ohm, qui va donc réussir à établir un lien, en particulier un lien mathématique, entre les trois grandeurs en électricité fondamentales pour vous dans cette année de quatrième. Je parle de la tension, l'intensité et la résistance électrique, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il affirme, ce monsieur George Ohm? Que la tension aux bornes d'une résistance, d'un dipôle résistance, est égale au produit de sa résistance électrique par l'intensité du courant qui le traverse. Donc il parle ici d'un produit, et bien sûr, en mathématiques, un produit, ça veut dire une multiplication. Donc, si on traduit ça par une expression littérale, la loi d'Ohm dit tout simplement que la tension U est égale à la résistance R fois l'intensité du courant I. En dessous, vous voyez ici entre parenthèses que les unités de mesure du système international, unités de mesure SI, vous sont indiquées. Donc, attention, dans les calculs que vous aurez à faire à ce sujet, à bien exprimer les tensions en volts, les résistances en ohms, les intensités de courant en ampères. Comme d'habitude, je conseille toujours à ce que vous fassiez les conversions nécessaires dès le départ avant de vous lancer dans le calcul. Donc attention, si par exemple une intensité de courant est donné en milliampères, convertissez ces milliampères en ampères avant de commencer à faire les opérations, ou si par exemple la tension est donnée en kilovolts ou en hectovolts, je ne sais pas, convertissez ça en volts avant de faire l'opération. Bref, essayez toujours de travailler dans les unités officielles, dans les unités SI, donc le volt pour la tension, le ohm pour la résistance, l'ampère pour l'intensité du courant électrique. Alors cette expression littérale, on va vous demander aussi une autre compétence du côté mathématique, qui est de savoir transformer cette expression, c'est-à-dire de savoir retourner cette expression dans un ordre différent. Si, au lieu de vouloir calculer la tension, à partir de la résistance et de l'intensité, on voudrait par exemple calculer la résistance, à partir de la tension et de l'intensité. Ou encore calculer l'intensité du courant, I, à partir de la résistance R et de la tension U. Donc bref, comment je peux transformer cette expression? Alors, si vous êtes déjà à l'aise là-dessus, vous devez sans aucun problème, ou sans trop de problèmes, réussir à dire, bon déjà que U est égal à R fois I, ça c'est déjà écrit, mais dire aussi que si je voulais calculer, donc par exemple la résistance R, alors il faudrait que je divise U par I. Donc l'expression que vous voyez ici en bas à gauche. Par contre, si je voulais calculer I, l'intensité du courant, à partir de U et de R, là je devrais diviser U par R. Et la dernière version, si je veux calculer U, je fais R fois I, comme c'est déjà donné ici dans la loi d'Ohm. Bon, pour ceux qui auraient quelques difficultés encore à savoir faire cette transformation d'expression, je rappelle une petite technique de base, une petite astuce souvent utilisée. On appelle ça parfois la technique du triangle ou de la pyramide. Alors bien sûr, ça implique que vous sachiez cette pyramide, il faudra la retenir. Donc U se retrouve en haut, des fois je dis U un peu comme en anglais, on dit up, ce qui veut dire donc on va mettre U, la tension en haut, up en haut. Et puis I et R, la résistance et l'intensité, en bas. Donc comment j'utilise cette pyramide pour retrouver, si vous permettez que je reviens en arrière 2 secondes, pour retrouver les trois expressions possibles de calcul qu'on a ici en bas? Eh bien, c'est simple, vous prenez cette pyramide, et si on prend, par exemple ici à gauche, si je veux calculer I, je cache avec ma main le I, et je vois alors que I est égal à U sur R. Si je veux calculer R, alors je cache avec ma main R dans cette pyramide, et je vois alors qu'il me reste U sur I. Donc R est égal à U sur I. Et, dernière petite astuce, si je veux calculer donc U, alors je vois que U, en cachant U avec ma main, sera égal à I fois R, en rappelant que s'il n'y a rien entre deux termes, ceci correspond bien sûr à la multiplication. Voilà pour la loi d'Ohm et donc l'expression que vous devrez savoir utiliser. C'est tout simplement un aspect purement, je dirais, calculatoire. Savoir utiliser l'expression, faire attention aux unités de mesure et savoir poser le calcul, simplement. Prochaine partie donc, on va parler du petit 4.
distinguer des dipôles ohmiques et des dipôles non ohmiques. Et on sera amené à parler d'une chose qu'on appelle la caractéristique du dipôle. Alors, cette partie-là, cette dernière partie du chapitre, elle a surtout comme objectif, pour vous les élèves, de travailler des compétences qui ont à voir avec la proportionnalité. Donc on est là aussi à nouveau à fond dans les mathématiques, c'est savoir travailler la proportionnalité sous différents aspects, sous différents points de vue. D'accord? Donc, on va tout d'abord définir ce qu'est un dipôle ohmique. Quand est-ce qu'on dit en électricité qu'un dipôle, qu'un appareil est ohmique? Eh bien, il faut qu'il respecte une condition, c'est la condition qu'on va voir ici. Par définition, un dipôle est un dipôle ohmique si on peut vérifier que la tension électrique U dans les bandes de ce dipôle et l'intensité du courant électrique qu'il traverse, I, sont proportionnels l'un à l'autre. Si U et I sont proportionnels dans cet appareil, alors cet appareil pourra être appelé un appareil dipôle, si vous préférez, ohmique. Bon, alors, comment est-ce qu'on pourra vérifier ça concrètement dans la pratique? Comment est-ce qu'on peut vérifier si U et I sont bien proportionnels dans un appareil électrique, dans un dipôle électrique, pour voir s'il est ohmique? Eh bien, il faut qu'on fasse l'expérience. Donc, si nous n'étions pas en période de confinement, on ferait ce TP dans la pratique avec les appareils concrètement. Mais là, comme on ne peut pas le faire, on va simuler. D'accord? Donc, on va prendre un exemple. Et je vais m'intéresser à un dipôle, on a vu jusqu'à présent, le dipôle résistance. Mon objectif est de trouver si une résistance, un dipôle résistance, est, oui ou non, un dipôle ohmique. Comment est-ce qu'on peut vérifier ça? Par définition, un dipôle est ohmique si U et I sont proportionnels. Alors vous devinez bien qu'il va falloir mesurer U et I et voir s'ils sont proportionnels. Donc, on va faire un petit protocole expérimental, un petit montage. Il faudra savoir, attention pour évaluation, savoir définir ce montage. Et vous avez déjà appris dans les chapitres précédents comment est-ce qu'on branche un voltmètre pour mesurer une tension et un ampèremètre pour mesurer une intensité. C'est pas très compliqué, donc le circuit que vous allez devoir faire ressemblera à cela. Donc on va utiliser, comme vous le voyez ici, un ampèremètre branché en série avec la résistance qui est l'appareil que je vais étudier, dont je cherche à savoir s'il est ohmique ou pas, et on va utiliser un voltmètre qui va permettre de mesurer la tension de cette résistance. On va aussi utiliser une chose ici, là, vous voyez peut-être un détail un petit peu particulier. Vous reconnaissez certainement cet appareil comme étant un générateur, mais vous pouvez voir qu'il est traversé par une flèche en diagonale. Cette flèche en diagonale veut dire que ce générateur est, comme c'est dit dans l'énoncé, réglable, variable. Ça donne l'idée un petit peu de la flèche qu'on peut tourner comme ça pour pouvoir contrôler, régler la valeur, on va dire, de l'électricité qu'on donne à ce circuit. Donc, faute de pouvoir le faire dans la réalité, dans la pratique, avec du vrai matériel en laboratoire, à cause de cette période de confinement, on va aller chercher notre petit simulateur habituel sur le site de l'Université du Colorado aux États-Unis. Eh bien, on va chercher ici une petite résistance que l'on va vouloir étudier pour voir si cette résistance est bien un dipôle ohmique ou pas. Est-ce que dans cette résistance, la tension électrique et l'intensité du courant seront en tout cas proportionnelles l'un à l'autre. Donc pour cela, on va construire notre petit circuit, je vous ai montré tout à l'heure en schéma, avec ici donc la pile, le générateur, qui est réglable parce que je peux régler ici en bas la valeur de la tension qui sera fournie par cette pile. Ensuite, on va lier ça. Voilà, tout simplement, vous liez les câbles. Je vous conseille bien sûr une fois de plus de ne pas hésiter à utiliser ce simulateur pour vous entraîner à construire les circuits électriques. On vient toujours d'ajouter un interrupteur pour pouvoir allumer ou éteindre le circuit quand on veut. Ça marche. Okay. Et puis, bien sûr, il manque ici une chose fondamentale. Il faut que je rajoute le voltmètre et l'ampèremètre si je veux mesurer les tensions et les intensités de courant. Donc l'ampèremètre, on va le chercher. Allez, on va le placer ici. Je rappelle qu'un ampèremètre, ça se branche en série avec le circuit. C'est un peu plus joli pour qu'on voit mieux. Ok. Et le voltmètre qui va mesurer donc la tension aux bornes de la résistance. Donc voilà, nous avons tension et intensité. Juste mettre ça un peu plus vers la gauche. Voilà, je pense qu'on est prêt à travailler. Donc bien sûr, pour l'instant, l'intensité
et la tension sont nulles car l'interrupteur est ouvert. Si je ferme l'interrupteur, maintenant je vois que j'ai de la tension et de l'intensité du courant qui circule dans ce circuit. Sauf que je rappelle que l'objectif est de découvrir si cet appareil est ohmique ou non. Et pour savoir s'il est ohmique, il faut connaître le comportement de l'intensité du courant, ici mesurée par l'ampèremètre, et la tension mesurée par le voltmètre. Et pour cela, pour savoir s'ils sont vraiment proportionnels l'un à l'autre, eh bien j'ai besoin de les faire varier. Alors je vais aller chercher ma pile et je vais augmenter ou diminuer ou créer la tension que la pile fournit au circuit. Qu'est-ce qu'il faut bien observer? Le comportement de la tension, mais aussi, par conséquent, le comportement de l'intensité du courant. Alors, donc on va aller ici, et plaçons par exemple la tension sur 1 volt. Pour une tension de 1 volt, j'obtiens un courant électrique de 0,33 ampères. Maintenant, augmentons la tension. Au fur et à mesure qu'on augmente la tension, on voit aussi que l'intensité du courant a augmenté. Mais il faut regarder un peu plus loin. Tout à l'heure, nous avions une tension de 1 volt. En passant sur une tension de 3 volts, qui donc est une tension 3 fois plus grande que tout à l'heure, je vois que l'intensité du courant est passée de 0,33 à 1 ampère. Et donc, ce que je vois ici est très important, l'intensité a elle aussi été multipliée par 3. Donc, on s'approche de la proportionnalité. Mais, pour être sûr que cette proportionnalité fonctionne, il faut prendre davantage de valeurs. Donc, par exemple, si je doublais maintenant encore la tension, je passe de 3 volts à 6 volts. Donc, j'ai passé la tension au double. Qu'est-il arrivé à l'intensité du courant? Elle valait 1 ampère. Maintenant, elle vaut 2 ampères. L'intensité a doublé aussi. Et si je passe maintenant à 9 volts, donc par rapport à tout à l'heure quand on avait 3 volts, j'ai le triple de la tension. Et tout à l'heure quand j'avais 1 ampère, maintenant j'ai 3 ampères. Donc, l'intensité a triplé aussi. On peut continuer encore comme ça, passer par exemple à 12 volts. Donc par rapport au moment où j'avais 3 volts, maintenant j'ai 12 volts, la tension a été multipliée par 4. Qu'est-il arrivé à l'intensité du courant? Elle est passée de 1 ampère à 4 ampères, elle a aussi été multipliée par 4. Donc quand j'ai quadruplé la tension, l'intensité du courant a quadruplé elle aussi. Et je suppose que vous comprenez qu'on pourrait continuer indéfiniment comme ça. Je pourrais quintupler, sextupler, hectupler, etc. Eh bien, tout ce qui arriverait à la tension arriverait aussi à l'intensité du courant. Si je multipliais la tension, je sais pas, par 27, l'intensité du courant serait aussi multipliée par 27. Et ça, c'est un indicateur de proportionnalité. Le mot fondamental ici à comprendre. Donc, si on reprend notre cours, on va simplement montrer qu'il y a effectivement proportionnalité entre la tension et l'intensité du courant, avec, on n'a pas besoin de faire 50 fois la mesure, quelques mesures nous suffisent, ici on va en prendre 4. Donc par exemple, lorsque j'avais mis la tension sur 3 volts, l'intensité du courant était de 1 ampère. Quand je suis passé à 6 volts, c'est-à-dire que j'ai doublé la tension, alors l'intensité du courant a doublé elle aussi et est passée à 2 ampères. Si je continue en me rapportant à la première mesure, mais que cette fois à la troisième mesure je mets 9 volts, par rapport à la première mesure, j'ai 3 fois plus de tension. Et bien par rapport à la première mesure, j'ai aussi 3 fois plus d'intensité. Et dernière mesure encore, en passant à 12 volts, par rapport à la première mesure, j'ai 4 fois plus de tension. Et bien, l'intensité du courant vaut maintenant 4 volts, c'est-à-dire 4 fois plus aussi que l'intensité du courant de la première mesure. Donc, on vérifie ici qu'il y a proportionnalité. Normalement, vous avez déjà les compétences mathématiques suffisantes pour identifier des situations de proportionnalité. Et ce qu'on va faire à la suite, c'est revoir différentes méthodes possibles pour identifier des situations de proportionnalité. En tout cas, la proportionnalité ici est vérifiée, donc a priori, je pense qu'une résistance est un dipôle de type ohmique, car U et I sont bien proportionnels. Mais comment le démontrer mathématiquement? Eh bien, première façon, telle que je viens de vous l'expliquer, quand on a dupliqué U, I duplique aussi. Si on triplique U, I triplique aussi, etc., etc. Mais une autre façon plus avancée, et qui vous sera demandée plus souvent dans les années prochaines, troisième et lycée, eh bien, il est demandé aussi de comprendre que
si on fait le quotient entre deux grandeurs, et ici on va faire le quotient entre U et I, et que ce quotient présente une valeur constante, alors ça veut dire que ces deux grandeurs sont proportionnelles. En gros, vous imaginez deux grandeurs, A et B. Si vous divisez A par B et que ça vous donne toujours le même résultat, ça veut dire que A et B sont proportionnels. Mais ici, on ne va pas parler de A et B, enfin, de valeurs quelconques, mais on va parler précisément de U et I, car nous sommes en électricité, en train d'étudier l'électricité, mais attention, cette connaissance mathématique est valable, bien sûr, dans plein d'autres domaines. Ici, en plus, le quotient de U sur I est en plus, d'après la loi d'Ohm, si vous vous rappelez de la formule de tout à l'heure, la valeur de la résistance. Donc, on va faire ici un petit tableau dans lequel nous allons calculer le rapport U sur I, qui, d'après la loi d'Ohm, est la résistance. Pour la première mesure, donc ça fait 3 sur 1, ça fait 3. Dans la deuxième mesure, on avait un U de 6 volts et un I de 2 ampères. 6 à diviser par 2, bah devinez quoi, ça fait 3 aussi. Troisième mesure, on avait un U de 9 volts et un I de 3 ampères. 9 sur 3, ça fait 3. Et bien sûr, vous devinez, pour la dernière mesure, nous avions une tension U de 12 volts et une intensité de courant de 4 ampères. Eh bien, 12 à diviser par 4, ça fait 3 aussi. Donc, qu'est-ce qu'on voit avec ce petit stratagème mathématique? C'est qu'en divisant U par I, en faisant leur quotient, eh bien, on a obtenu une valeur qui reste constante et qui est en plus, en électricité, la valeur de la résistance de l'appareil. Donc, on vérifie par cela qu'il y a bien proportionnalité et que U et I sont proportionnels, la résistance est un dipôle ohmique. Et en plus, grâce à ça, je trouve que la valeur de la résistance de cette résistance vaut 3 ohms. Donc un dipôle ohmique, c'est aussi un appareil qui maintient une résistance constante. Peu importe la tension ou l'intensité que vous lui fournissez, il va maintenir cette propriété, cette résistance constante. Il ne va pas s'altérer en termes de résistance. Donc, à retenir, deux points essentiels au niveau mathématique. Deux grandeurs sont proportionnelles, ici U et I, si le quotient entre elles donne un résultat toujours constant. Et plus particulièrement, lorsqu'ici on travaille en électricité, si le rapport U à diviser par I d'un dipôle est constant, U et I sont alors proportionnels, et on dit que le dipôle est ohmique. Alors, une autre façon maintenant de voir s'il y a proportionnalité ou non entre U et I. Donc on est toujours dans l'aspect mathématique, réussir à identifier une situation de proportionnalité. Pour l'instant, vous avez vérifié la situation de proportionnalité par des aspects, on va dire, plutôt calcul. Hein. On va aussi vous demander d'être capable d'identifier une situation de proportionnalité d'un point de vue plutôt graphique. Bon, et pour cela, on va parler alors d'une chose en électricité qu'on appelle la caractéristique du dipôle. La caractéristique, c'est pas, enfin, on n'utilise pas le mot caractéristique ici de la façon dont vous êtes habitué. La caractéristique, ici, c'est vraiment un graphique particulier. Alors, c'est quoi concrètement? C'est le graphique qui représente comment la tension U d'un appareil varie en fonction de son intensité de courant qui le traverse. Donc, c'est U en fonction de I. Alors, au niveau langage mathématique, ça veut dire qu'on met U dans l'axe vertical des ordonnées et I dans l'axe horizontal, c'est-à-dire l'axe des abscisses. U en ordonnée, I en abscisse. Attention. Voilà, donc il s'agit de faire le graphique tel qu'il vous est montré ici. Mais pour faire le graphique, bien sûr, il nous faut des paires de valeurs pour pointer les points sur le graphique avec leurs coordonnées. Et après, on verra quel genre de graphique est-ce qu'on a, quel genre de courbe, quel est l'aspect du graphique. Bon, pour cela, petit rappel aussi de mathématiques. Du point de vue graphique, deux grandeurs quelconques, que j'appelle ici dans ce document A et B, mais qu'en électricité nous appellerons U et I, deux grandeurs quelconques sont proportionnelles si la courbe, je vais plutôt ici appeler la droite, est une droite qui passe par l'origine du repère. On peut dire aussi l'origine des axes. L'origine des axes, ici normalement, c'est le point où l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées se rencontrent, c'est-à-dire le point de coordonnées 0, 0,
normalement. Donc, ici, on vous propose 3 situations. Dans ces graphiques, dans ces graphes, lesquels représentent des situations de proportionnalité, eh bien, c'est uniquement le premier. Donc, il y a proportionnalité si le graphique est une droite et cette droite doit passer par l'origine. Or, par exemple, dans le deuxième graphique, vous avez bien une droite, mais cette droite ne passe pas par l'origine du repère, elle ne passe pas par ce point ici. Elle passe un peu plus haut dans l'axe des ordonnées. Donc, ce qui veut dire qu'ici, nous n'avons pas une situation de proportionnalité. Deuxième situation où il n'y a pas de proportionnalité, c'est le troisième graphique ici. Là, la courbe passe bien par l'origine du repère, par l'origine des axes, mais ce n'est pas une droite, les points ne sont pas alignés. Donc, ce n'est pas une situation de proportionnalité. Donc, attention, pour qu'il y ait une situation de proportionnalité, les points d'un graphique doivent être alignés sur une droite, premier critère, et cette droite doit passer par l'origine, deuxième critère. Ces deux critères doivent être respectés. Alors, concrètement, si je reprends les valeurs tout à l'heure de notre tableau de mesure, lorsque nous avons mesuré la tension et l'intensité dans une résistance, eh bien, j'ai placé ici les 4 points que nous avons mesurés pour une tension de 3 volts 1 ampère, pour 6 volts 2 ampères, 9 volts 3 ampères, 12 volts 4 ampères, et on pourrait continuer. Quand je place ces points sur mon graphique, je vois que ces points sont parfaitement alignés, et en plus, que cette droite passe par l'origine du repère, c'est-à-dire par le 0, 0. Et donc, nous avons bien ici une situation de proportionnalité, car la caractéristique de l'appareil du dipôle résistance est bien une droite qui passe par l'origine. Alors, une autre façon encore de vérifier qu'il y a bien proportionnalité, c'est prendre n'importe quel point sur cette droite et vérifier si la valeur de la résistance donne un résultat toujours constant. Donc, par exemple, si je choisis ce point pour calculer la résistance, alors à ce point, j'applique la loi d'Ohm. La loi d'Ohm dit que la résistance est égale à U à diviser par I. En ce point, U vaut 3, I vaut 1. 3 divisé par 1, ça fait 3 ohms. Si je répète le travail pour le point suivant, là, j'ai une tension de 6 volts et une intensité de 2 ampères. Loi d'Ohm, R égale à U sur I, 6 sur 2, ça fait à nouveau 3 ohms. J'obtiens exactement la même valeur de résistance que tout à l'heure. Et si je répète le travail pour les points suivants, eh bien, je peux voir que peu importe le point que je choisisse, la valeur de la résistance donne toujours 3 ohms. J'ai donc bien une situation de proportionnalité dans laquelle le rapport U sur I est constant, et donc une résistance est bien un dipôle ohmique. Voilà donc la conclusion qu'on peut tirer de ce graphique. Par contre, si je change d'appareil, parce que là on a beaucoup travaillé sur le dipôle résistance, mais si je choisissais un autre appareil en électricité, est-ce que tous les appareils sont ohmiques? Allons voir par exemple du côté d'une lampe. Si je fais le même travail qu'on a fait jusqu'à présent, tout le travail qu'on a fait, mais en remplaçant la résistance par une lampe, eh bien, qu'est-ce que je vois? Je vois que la tension et l'intensité du courant ont un comportement qui n'est pas le même que pour une résistance. Dans une lampe, la tension et l'intensité du courant ne sont pas proportionnelles. Et comment je vois qu'ici il n'y a pas de proportionnalité? Eh bien, tout simplement parce que la courbe caractéristique de la lampe n'est pas une droite qui passe par l'origine. Alors oui, ça passe par l'origine, mais ce n'est pas une droite. Donc il n'y a pas de proportionnalité. Et la preuve, c'est que si je choisis ici des points pour calculer la résistance, vous allez voir que nous n'allons pas obtenir une valeur de résistance constante, stable, toujours la même. Par exemple, si je prends ce point, appliquons la loi d'Ohm, R égale à U sur I, eh bien, en ce point, la tension vaut 1 volt, l'intensité vaut 1 ampère, 1 à diviser par 1, ça fait 1 ohm. Bon, résistance de 1 ohm. La résistance de cette lampe vaut 1 ohm. Mais si je prends en un autre point, avec des tensions et des intensités plus élevées, est-ce que la lampe maintient la même résistance? Eh bien, 4 volts sur 2 ampères, pour ce point, ça fait une résistance de 2 ohms. On voit que la résistance de la lampe a changé. Elle valait 1 ohm, maintenant elle vaut 2 ohms. Et donc la lampe ne conserve pas une résistance constante. Elle n'est donc pas ohmique. Attention en même temps, voilà, ce genre d'exercice vous oblige à lire les coordonnées d'un point sur un graphique. Bien sûr, on est toujours en train de travailler des compétences mathématiques. En ce point, calculons encore la résistance. Combien est-ce qu'elle vaut?
loi d'Ohm R égale à U sur I. En ce point, U vaut 9 volts. En abscisse, I vaut 3 ampères. 9 sur 3, eh bien, on obtient une résistance de 3 ohms. La résistance a encore changé. Et vous comprenez pour la suite. Donc, une lampe ne maintient pas une résistance constante. U et I ne sont pas proportionnels. La droite, qui n'en est pas une ici, fait en sorte que ce n'est pas proportionnel. Donc, on a toutes les évidences qu'une lampe n'est pas un dipôle ohmique. Et ce genre de travail pourrait être fait aussi, bien sûr, pour d'autres dipôles électriques, comme par exemple un générateur. Donc, vous avez ici la courbe caractéristique d'un générateur. Et là, on peut voir aussi que nous n'avons pas une droite qui passe par l'origine. Alors oui, on a une droite, mais elle ne passe pas par l'origine, donc il n'y a pas de proportionnalité. Une preuve supplémentaire, c'est à nouveau faire le travail du calcul de la résistance. Et on peut voir, selon les points que l'on choisit, que la valeur obtenue de la résistance n'est pas constante, n'est pas la même, et donc un générateur, lui aussi, n'est pas un dipôle ohmique. On peut dire que c'est un dipôle non ohmique. Voilà les élèves, j'espère que vous aurez compris ce cours. En conclusion, si on doit retenir vraiment les points super importants au niveau physique-chimie pour cette fin de chapitre, c'est qu'un dipôle ohmique, si sa tension et son intensité sont proportionnelles, une conséquence de cela, c'est alors, d'après la loi d'Ohm, que l'appareil maintiendra une résistance constante. Et il faut aussi identifier un dipôle ohmique d'après sa courbe caractéristique. Pour qu'il soit ohmique, la courbe caractéristique doit être une droite et elle doit passer par l'origine des axes du repère. Voilà les élèves. J'espère que vous aurez compris. N'hésitez pas à poser des questions, que ce soit à travers Classroom, que ce soit à travers le Meet. N'hésitez pas. Au revoir.